Il y a une petite part de moi qui n'est pas contente, pas à cause de l'épisode, mais à cause de vous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de The Last of Us. On le rappelle encore une fois, la série que j'attendais le plus de l'année, avec un premier épisode qui était plutôt cool. J'ai l'impression que de votre côté ça vous a aussi pas mal plu, ça a plu visiblement de même aux gens qui n'ont pas fait les jeux, et ça c'est important. On va voir si ce second épisode transforme l'essai et valide ce très bon lancement de show. C'est parti, on en parle. Alors, dans un premier temps, on va parler directement de l'épisode. On va revenir ensuite sur ce qui m'a un petit peu agacé. J'ai encore, c'est vrai, quelques réserves sur ce format de série et surtout cette saison 1 qui doit reprendre l'intégralité du fil rouge du jeu, du premier jeu. On va en reparler, mais déjà la première chose qui m'a sauté aux yeux et qui a contredit ce que j'ai dit la semaine dernière dans ma première critique, où je vous disais, vous savez, que les plans semblaient un petit peu resserrés, que parfois on sentait un petit peu cet aspect décor et qu'il n'y avait pas grand chose autour des acteurs. Et bah là, c'est totalement l'inverse. C'est bon, on sent la grandeur de ce monde qui entoure les personnages. On en prend déjà plein les yeux, il y a des plans qui sont dingues. C'est presque oppressant en fait de voir tous ces mètres de vide en fait. Ces gigantesques bâtiments en ruine, t'en prends plein les yeux, on place la caméra à la hauteur d'Ellie. Elle semble écrasée par ce nouveau monde qu'elle découvre. On sent un petit peu, c'est vrai, les incrustations, mais rien de bien méchant. Et les décors, vraiment, là aussi, sont sublimes. T'as parfois des petits plans de coupe sur la nature qui a vraiment repris ses droits. Et ces tables qui sont devenues toutes vertes, il y a tellement d'endroits abandonnés qui sont tellement beaux. Ce passage aussi qui est très bien retranscrit par rapport à ce qu'on a dans les jeux. Non, vraiment, les décors, c'est du très lourd. On sent le budget, on sent qu'on n'est pas pris pour des imbéciles. Et rien que pour ça, on a hâte. On a hâte de passer à la semaine prochaine, on a hâte de s'immerger de plus en plus dans tout ça. J'ai comme beaucoup d'entre vous, je pense, adoré l'introduction de l'épisode en Indonésie. On parle du cordyceps, du début de l'infection, le fait qu'il n'y a pas de vaccin remède. On suit cette scientifique qui est en train de prendre connaissance de la situation, et lorsqu'elle dit qu'il n'y a pas d'autre solution que de tout bombarder, ouais, c'est glacial. Je trouve ça d'ailleurs super bien et flippant à chaque fois, le fait de voir l'infection là qui ressort de la bouche. On voyait ça aussi dans le premier épisode, et ça montre encore plus à quel point l'infection grandit en toi, à quel point elle prend possession de ton corps, et je pense qu'on n'aimerait pas, vous savez, avoir quelque chose au fond de la gorge, comme ça. Donc il y a cet aspect très dérangeant pour le spectateur, le fait d'assister à ces images. Pareil, le fait de voir que tout est relié, ça apporte tellement de tension en plus. Tu sens qu'il faut faire gaffe à n'importe quel moment, à l'endroit où tu poses le pied, ça peut appeler des infectés, mais à n'importe quel endroit. Et c'est quelque chose qu'on ressentait pas forcément dans les jeux et dans les couloirs qu'on devait traverser. Là, tu sens qu'une horde d'infectés peut te tomber dessus à tout moment. Et pour revenir sur l'introduction, je sais pas si tous les épisodes vont débuter à chaque fois de la même manière. On va expliquer un petit peu la pandémie, comment est-ce que ça a débuté. Je suis pas sûr parce que faire ça durant 9 épisodes, ça risque de faire beaucoup. Mais on aura peut-être des flashbacks sur le passé d'Ellie, le passé de Joel. Les introductions, peut-être que ce sera que des flashbacks. En tout cas, pour le moment, c'est une vraie réussite. Ça apporte des choses par rapport au jeu, c'est très prenant. Et forcément, après avoir vécu la pandémie du Covid depuis 2020, il y a des dialogues qui font écho à ce qu'on a un petit peu traversé. Alors, oui, bien sûr, avec beaucoup moins de gravité. Et on est donc lancé avec nos personnages dans cette aventure assez mystérieuse. En tant que fan des jeux, j'en parlais la semaine dernière, j'ai un petit peu peur de m'ennuyer parce que je connais cette histoire. Vous savez que j'étais pas trop chaud pour me retaper l'histoire de Joel et Ellie, et je suis déjà en train de retourner ma veste dès le second épisode parce que c'est tellement brillant, bien foutu. La reconstitution de l'univers, l'atmosphère silencieuse, tout le passage au musée est tellement dingue avec l'apparition des premiers claqueurs. On retrouve par rapport au jeu les mêmes sons, les mêmes bruits par rapport aux claqueurs, c'est très très bien. Il y a une photo de tournage d'ailleurs qui est assez drôle, on voit Neil Druckmann qui réalise d'ailleurs l'épisode 2, c'est lui qui réalise cet épisode 2, il s'en tire pas trop mal. Il n'y a pas non plus une mise en scène de folie, mais au niveau de la reconstitution de ce que l'on connaît, on y est totalement. Et cette photo avec Neil qui parle un claqueur, ça m'éclate. Les claqueurs se déplacent et ont des spasmes très similaires à ce que l'on a dans les jeux, je les trouve très bien foutus. Le silence quand Joel recharge son arme, c'est encore plus angoissant que
ce que l'on a dans les jeux, où là, faut appuyer sur une touche, ça fait pas de bruit, c'est pas grave, on t'entend pas. Là, tu ressens plus de tension, tu sens qu'il est totalement PLS. On retrouve aussi le fait qu'il faut éviter de marcher sur ces petits bouts de verre. Tout ce passage nous permet de retrouver le gameplay en fait de l'œuvre vidéoludique pour servir une séquence vraiment angoissante, ça fonctionne. Je sais très bien à ce moment que Joel et Ellie vont s'en tirer, mais même, c'est tellement bien foutu, t'es mis sous pression, la lumière, le sound design, tout est ok, il y a une tension de dingue. Et au niveau de l'aspect copier-coller du jeu, il y a deux choses à vrai dire qui ont retenu mon attention et sur lesquelles on va revenir. Déjà dans la série, on va se retrouver assez rapidement à ce passage où nos personnages vont devoir passer au-dessus du vide. Just wait there. Give us a minute. Donc là, on est quasiment sur du plan par plan, ok, on va aussi reprendre les mêmes lignes de dialogue, pourquoi pas, ça fait plaisir. Encore une fois, l'épisode n'en abuse pas, mais c'est vrai que lorsque j'ai vu qu'on arrivait déjà ici, je trouvais ça un petit peu tôt, par rapport à ce qui se passe dans le jeu concernant la relation entre Joel et Ellie. Dans le jeu, c'est à ce moment-là que tu sens que Joel commence à être un petit peu plus avenant avec elle, un petit peu plus doux. On va le voir à sa manière de lui parler, à sa manière de la regarder. Alors qu'avant, il était pas du tout chaud à l'idée de devoir la trimballer, et j'avais peur qu'on passe un petit peu vite sur tout ça, sur cet aspect Joel qui a du mal à supporter Ellie et a du mal à accepter la mission. Dans la série, on arrive tellement vite à ce passage que j'aurais trouvé ça un petit peu forcé si Joel était exactement pareil que dans le jeu avec Ellie. Et je suis content parce qu'ils ont pas trop forcé pour faire comme dans le jeu, il y a toujours cet aspect un petit peu distant, un petit peu froid entre les deux personnages. On ne va pas trop vite et on peut le voir assez facilement par rapport au fait où dans le jeu, Joel ici regarde Ellie passer au-dessus du vide. Là, dans le show d'HBO, c'est pas le cas, il est bien plus focalisé sur Tess, et c'est d'ailleurs elle qui l'envoie aller voir Ellie. Donc ça va, il y a toujours une certaine distance entre ces deux personnages, on les voit ensemble depuis à peine un épisode, faut pas aller trop vite non plus. Par contre, la mort de Tess, là, j'ai trouvé que ça arrivait très très vite dans la série. On n'a pas eu autant le temps de s'attacher à elle qu'à la Tess du jeu, à mon sens, même si le personnage est fou. D'ailleurs, j'ai mis du temps à le voir. L'actrice qui joue Tess, je l'avais mais pas du tout reconnue. C'est l'actrice qui est dans Mindhunter. Je ne l'avais pas reconnue. Ce que je suis en train d'exposer ici, ça semble un petit peu inévitable. Le jeu se termine en 14h-15h. Là, la série va durer quoi ? 8, 9 heures. Forcément, le voyage de Joel et Ellie, on va le sentir en mode rusher pour ceux qui ont fait les jeux, en mode speedrun. Et ça peut faire mal à cette adaptation. On verra ce que ça donne lorsqu'on aura vu l'intégralité de la saison 1. Mais pour une histoire qui se base grandement sur le développement des personnages et sur la relation de Joel et Ellie, le fait d'avoir ce côté un petit peu rapide, encore une fois, ouais, ça peut faire mal. Malgré ça, la mort de Tess, je la trouve très bien, plus marquante que dans les jeux. Et on voit aussi qu'elle était assez proche d'Ellie. Il y a cet aspect très maternel qui est bien plus présent dans la série que dans le jeu. On voit bien plus qu'Ellie ne veut pas lâcher Tess. Joel doit la tirer, elle insulte Joel. Comme on le disait, à ce moment-là, par rapport au jeu, on sent plus de distance entre les deux personnages. Et du coup, comme je le teasais, ouais, petit coup de gueule, les épisodes sont diffusés dans la nuit de dimanche à lundi, le lundi à 3h du matin, et il y a des spoils déjà sur les réseaux, mais directement à 7h du matin, je me suis levé ce lundi à 7h du matin, j'avais déjà tous les plans, vous savez, les comparaisons entre les jeux et l'épisode, du coup je savais déjà parfaitement ce qui allait se passer dans cet épisode, jusqu'à la vidéo de la mort de Tess. Comment Tess mourait, je le voyais directement en me réveillant le matin. Par respect pour ceux qui n'ont pas encore vu l'épisode, ça ne sert à rien de balancer des choses comme ça si tôt le matin. Là, j'ai l'impression qu'on est revenu en fait quelques mois en arrière, House of the Dragon, où il y avait les gens qui avaient déjà lu les livres, qui n'arrêtaient pas de spoiler, qui n'arrêtaient pas de contredire des théories, qui disaient, tu sais, dans les commentaires sous les vidéos, non mais arrête de penser ça, mais tu verras, c'est pas du tout ce qui va arriver, mais laissez-nous croire, laissez-nous vivre, découvrir le truc. Je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, qu'importe, même les vues que font mes vidéos, etc., c'est pas ce qui m'importe, vraiment. Ce qui m'importe, c'est déjà que oui, le show soit bon et que je prenne du kiff, mais aussi que ceux qui ne connaissent pas les jeux, que ceux qui n'ont pas fait les The Last of Us, tombent autant amoureux de ces personnages et de tout ce qu'ils vont découvrir que nous, il y a 10 ans, lorsqu'on a posé les mains sur le jeu sur PS3. Et quand je vois comment ça spoil à fond quelques heures après la diffusion des épisodes, c'est insupportable. Vraiment, encore une fois, la mort de Tess,
je l'ai vu dès mon réveil. Donc j'espère que ça va se calmer. Heureusement que l'épisode 2 était très très bon. Ça m'a permis de passer un petit peu au-dessus de tout ça. Et ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude, je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner et à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail. Et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour parler de la suite du show. Et on va se retrouver la semaine prochaine avec toujours autant de plaisir pour parler de l'épisode 3 qui, normalement, sera le meilleur épisode de la saison. En tout cas, c'est comme ça que c'est vendu par beaucoup de personnes. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. On sait que ce sera avec Bill et Frank, que ça va durer 1h20. Oui, 1h20. On verra ce que ça donne. Je vous souhaite à tous une belle continuité de semaine et je vous dis à très vite.